Bientôt venu à bout de cet exercice qui est monstrueusement long. Euh, ce qu'il faut faire, donc ici, question 9, ça va être de réaliser l'application numérique de ce qu'on a trouvé. On sait que θ plus l'infini est égal à kve sur lambda fois s fois alpha 0 plus t0. On a toutes les grandeurs qui sont données. Pourquoi? Parce que t0 est donné, alpha 0 est donné, etc., etc. kv, alors j'ai fait une petite pause justement pour choper ces valeurs-là. KV c'est égal à 110, euh, E c'est égal à 0,2 mètres, lambda c'est égal à 0,05 et S c'est égal à 2550. Comment j'ai fait pour trouver ce 2550? On a quelque chose qui est constitué de 5 parois ici. Euh, tac, 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 c'est quoi, on va les reprendre directement ici. Les échanges thermiques se font sur les 5 parois. Vous avez une, deux, trois ici et 4, 5 derrière. Et donc, en fait, ce que vous faites, c'est comme calcul, hein, c'est tout simplement 2 fois 45 plus 2 fois 30 fois 8 plus 30 fois 45. 30 fois 45, ça correspond bien à l'aire du dessus. Et 2 fois 45 fois 8, ça correspond aux deux blocs ici, ici. Et 2 fois 30 fois 8, ça correspond à ce bloc-là et ce bloc-là. Autrement dit, hein, c'est 30 fois 8, plus 30 fois 8, si vous sommez toutes les surfaces à chaque fois, hein. Donc voilà, ça, rendez-vous compte que c'est juste le truc de notre problème ici. Donc 2 fois 270 plus moins 10. Ok. Donc quand on sort la caca, évidemment j'ai pas ma calculatrice. Bon, je vais juste prendre une feuille et un crayon, essayer de faire à peu près ça. Je vais faire grosso modo, hein. Euh, J'avais pas pré-shot ça. Ok, 2700, 1300. Ok. Bon, ça doit faire à peu près dans les 30, 30, 35 degrés, quelque chose comme ça, à peu près. J'ai pas le calcul exact, vous aurez votre calculatrice, hein, pour trouver ça. Ah merde, il faut le temps de réponse à 5%. Ah mais oui, le temps de réponse, je suis bête. Pas besoin d'avoir ça. Bon, ça, vous vérifierez, c'est pas exactement ça, mais ça doit être dans ces eaux-là. Le temps de réponse. Le temps de réponse, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le temps de réponse? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout à l'heure, on étudie un système qui était un système d'ordre 1, H0 sur 1 plus taux P, et qu'en fait, son temps de réponse à 5% est déterminé par 3 taux, 3 fois la valeur du taux. Or, le taux, on l'avait calculé. Le taux, il était tac, 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 tac. Ici, c'était E fois CX sur lambda fois S. Donc, notre TR 5%, ça va être tout simplement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le TR 5%, et pour des ordres 2, on est obligé d'avoir la BAC. Pour un ordre 1, ce TR 5% se détermine juste en lisant le taux ici, en le multipliant par 3. 3 fois taux, ça est égal à 3 fois ECX sur lambda S. Jusqu'à, bon, tout va bien. Et donc, ça fait 3 fois 0,2 fois 13 fois 10 puissance 6 sur 0,05 fois 2550. Ok. Donc, ça, toutes ces valeurs-là ici sont présentes dans l'énoncé, hein. Jamais il faut inventer ça. Et on obtient à peu près 17 heures. Donc, on a notre temps de réponse à 5% qui est de 17 heures, qui est plus grand que 8 heures. Donc on correspond bien à ce truc-là, hein. Je viens d'encadrer en violet ici. La temps de réponse à 5% doit être supérieur à 8 heures. Effectivement, 17 heures, c'est supérieur à 8, super. Ok. Là, on va passer sur des exercices qui sont, sur une partie de l'exercice qui est un poil plus compliquée parce qu'elle demande un peu d'imagination. Alors, par contre, dans ce truc-là, quand il faut remplir un schéma bloc comme ceci, lisez la consigne. Par contre, quand il faut, ici, comment on pourrait dire, trouver une équation différentielle, lisez pas la consigne, ça sert à rien. En revanche, ici, ça va être très important de lire la consigne. Pourquoi? Parce que en fait, c'est cette consigne qui va nous donner un petit peu toutes les mesures, toutes les valeurs qu'on va avoir dans les schémas blocs. Alors, ce qu'on remarque néanmoins, c'est que on va retrouver BP ici, parce que c'est, en fait, si vous voulez, là, le truc qu'on a juste au-dessus, c'est grosso modo
un pseudo schéma bloc qui, encore là, ici on est gentil, on nous donne tous les trucs, mais on a un pseudo schéma bloc ici, hein, qui nous permet de comprendre un petit peu la situation. Ce qu'on voit ici, c'est que là, ici, à l'intérieur, là, le θT, c'est la température qui est ici. Ok? Ce θT, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, θ0 de t ici. Il y a quelque chose qui vient d'un échangeur, qui est θ1 de t. Donc en fait, il faut qu'on remplisse au fur et à mesure notre schéma bloc comme ceci. On part d'un endroit et on essaie d'évaluer un petit peu tout ça. Moi, je pars toujours de la fin. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, déjà, ici, on a cette partie-là qui va ressembler beaucoup à ce qu'on avait juste avant. Hein, si je ne m'abuse, on avait un schéma bloc juste avant. Alors, ouais, il faut que j'aille le chercher. Il est où? Ici. Voilà. Bon, on a tout barré. Mais voilà. Alors, ok, on va aller reprendre ça. Et par contre, ici, il y a des choses qui se sont rajoutées. Il y a un capteur qui va permettre de faire une rétroaction. On a un moteur, une interface homme-machine. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses. Euh, donc, le capteur ici, il est toujours ici. Ça, c'est la place monumentale du capteur. Le capteur se situe toujours en dessous, ici. Et donc, ce qu'on nous dit, c'est que le capteur, euh, une sonde de température de gain qu'a mesurée est mise en place dans l'enceinte. Elle mesure la température et la traduit en U mesuré en fonction du temps. Donc, en fait, ici, vous voyez bien que ce capteur est là et que je prends la température ici. Ce capteur interroge la température état P. J'ai oublié de mettre des P tout partout. Et donc, on sait que ce capteur ici, c'est K mesuré, qui va transformer cette température θP en U mesuré, en une tension, parce qu'on sait facilement comparer des tensions, hein. Savoir que voilà, on passe toujours par les tensions pour avoir ça. Euh, cette tension, cette dernière, est comparée à la tension de consigne UC. Bon, bah, donc ça veut dire que si c'est comparé à une tension, ici on va avoir UC de P, parce que ça c'est un comparateur qui va nous donner, alors ici c'est pas noté, mais ici on a toujours l'erreur. Voilà, c'est la suite de ce comparateur-là. L'image de l'erreur, c'est-à-dire epsilon P, qui est l'image de l'erreur ici, est amplifiée par un correcteur de gain cassé. Donc ici on a cassé. On a une commande de moteur de tension UM2T. Donc, ça veut dire que juste après, on va avoir UM2P. Juste après, on aura le moteur. La fonction de transfert du moteur et les données, M2P. Et juste après le moteur, on retombe sur... Euh... Ah, c'est pas donné ici. Eh ben, on retombe sur notre échangeur, pardon. Donc, on a la vanne plus l'échangeur. Donc, à la fin du moteur, on a alpha P, ici. Et quand on va voir van échangeur, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait KV ici, et ici on avait E lambda. Oh merde, c'était pas ça. Si, je crois que c'était ça. Je sais plus où je l'ai mis. Zut. E lambda sur S, ça c'était AP. Donc en fait, dans ce bloc-là, ce que je vais avoir, c'est KV E sur lambda S. Il nous manque juste le premier ici, là, ça. Euh, donc cette dernière est comparée à la tension de consigne UC de T issue d'une interface de machine de transmittance T de P. Donc ici, on nous donne directement la transmittance. Transmittance, c'est aussi le nom de la fonction de transfert, hein. Il faut connaître ce vocabulaire-là, hein, transmittance ici. OK. Et donc en fait, on a une consigne TC, θC de P ici, euh, qui est ici, là. θC de T qu'on met ici. Donc en fait, le remplissage de schéma bloc comme ceci, c'est vraiment tout simplement une, comment je pourrais dire, une lecture d'énoncés et une mise en parallèle avec souvent les schémas qu'on nous donne comme ceci. Voilà. Ok. Déterminer la fonction de transfert T de P de l'interface homme-machine. Alors ça, c'est assez particulier et c'est une question très importante à comprendre et qui va probablement être assez compliquée à expliquer. Donc je vais essayer de l'expliquer assez brièvement, mais ça risque d'être compliqué. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la transmittance ici, T de P, il faut que cette transmittance nous permette d'avoir, comme on pourrait dire, de comparer UC de P
et U mesuré de P de façon cohérente. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on vous demande de justifier de cette valeur-là, ou de cette valeur ici, qui est souvent une question dans les SLCI, qui est une question classique, hein. Ce qu'il faut faire, c'est mettre epsilon de P est égal à tout simplement ce que c'est égal, UCP moins U mesuré de P. Comment on sait que epsilon de P, c'est égal à ça? Vous voyez que epsilon de P, c'est à la sortie du comparateur, c'est-à-dire ici, et juste à l'entrée de ce comparateur, on a UC de P ici et U mesuré de P ici. Vous voyez bien ici qu'il y a un signe moins et un signe plus, d'où UCP moins U mesuré de P. En fait, la fonction de transfert T de P doit assurer que l'image de l'erreur est proportionnelle à l'erreur. Et l'erreur est proportionnelle à l'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou ce que ça veut dire aussi, ou l'image de l'erreur doit être nulle, ça je l'ai noté, ou l'image de l'erreur doit être nulle si, doit être nulle si la consigne était égale à la sortie. Oui, c'est logique. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que si ce que vous demandez, c'est θc de P, c'est ce qu'on obtient ici, on est censé obtenir epsilon est égal à 0. On est d'accord sur ça? Si c'est pas le cas, c'est-à-dire que notre système est mal réglé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va exprimer UC de P et U mesuré de P en fonction de grandeur. Alors, en fonction des grandeurs, θc de P et θp. UC de P, c'est égal à θc de P fois P de P. Pourquoi? Parce que UC de P ici, c'est la sortie, ça, c'est l'entrée de notre bloc, et ça, c'est la transmittance, ou la fonction de transfert. S est égal à H fois E, c'est bien ça qu'on a écrit. Ensuite, U mesuré de P, ici, c'est la sortie, associé à l'entrée qui est θp et K mesuré qui est la fonction de transfert. C'est-à-dire on a θp fois K mesuré. Ok. Imaginons que θc de P est égal à θp. Ça implique forcément que epsilon de P doit être égal à 0. Si θc de P et θ de P sont équivalents, ça veut dire autrement dit que 0 est égal à θc de P, T de P, moins θp fois K mesuré. Et là, toute la subtilité. Ici, on va passer ça de l'autre côté. Et ce qu'on remarque, c'est que θp fois K mesuré, ça doit être égal à θc de P fois Tp. Et si θp et θc de P sont égaux, c'est ce qu'on a fait par hypothèse, nécessairement, on a K mesuré égale T de P. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, globalement, hein, souvent, quand les unités ici, θc de P, sont les mêmes unités ici, on aura toujours le capteur ici qui a la même valeur que ceci, ici, qui permet de l'interface homme-machine. Pourquoi? Ben pour ça. Quand l'image de l'erreur est nulle, enfin, quand l'erreur est nulle, l'image de l'erreur doit être nulle. On est d'accord? C'est-à-dire, si la consigne est égale à la sortie, si θc de P est égal à θ de P, il faut forcément que l'image de l'erreur soit nulle, parce que l'erreur est nulle. Si l'image de l'erreur, qui est epsilon de P, est égale à 0, c'est si on a ça, et epsilon de P, c'est égal à ceci. Ce qu'on fait, c'est qu'on applique notre équation, ici une, avec les conditions qu'on a posées, et on tombe sur K mesuré est égal à TP. Et voilà, retenez bien que si... Alors, retenez bien la méthode qu'on a utilisée, et si jamais les unités de l'entrée et de la sortie finale sont les mêmes, souvent, ces capteurs est égal à... la valeur du capteur est égale à la valeur de l'interface on-machine. Dire ce que représente θ0 de P pour le système asservi, θ0 de P, c'est une perturbation. Elle vient ici en plein milieu venir nous faire chier un petit peu par rapport à ce qu'on veut. Donc ici, ce qu'il faut dire, c'est le mot de perturbation, hein. Si vous dites tout ce que vous voulez sauf ça, ça ne marchera pas. Donc voilà, perturbation. Ok, donc on vient de finir cet exercice qui est relativement complet parce qu'on parle du théorème de superposition, qui est ici. On parle du théorème de la valeur finale, qui est ici. On fait quelques... Comment dire?
on montre une équation qui est assez compliquée, on la passe dans le domaine de la place, et cette question ici est ultra classique. Déterminer la fonction de transfert T de P de l'interface machine, c'est ultra classique. Ce truc-là, c'est 100% ça tombe dans les concours. Il y a toujours une question à la con comme ça. Donc voilà, il faut bien s'en souvenir. Et le dernier, perturbation. Voilà, on vient de finir un exercice qui était quand même relativement